Ciao, grazie. Prego, ciao. No, lo que se takiego tak to jest pięknie. Ensuite, on va faire notre demi-tour après l'île Saint-Louis. So, ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. Be welcome on board this boat called the Paris Étoile of the company Vedette de Paris. Let me now introduce you our crew on board. Captain's name is Michel, and then we have two sailors on board, two sailormen, Mohamed and Raphaël. And my name is Karine, and I will be the French and English speaking tour guide during this 1 hour cruise that will take us under 22 of the 37 bridges crossing the River Seine in Paris. So for the moment we are sailing upstream. So it means that whatever you find on the right is the left bank, whatever you find on the left is the right bank. We're going to sail at an approximate speed of 6 knots, which is also the speed limit on the river. Then on after the second major island in the river, the St. Louis Island, we're going to do the U-turn and come back here in approximately 1 hour time. Alright, so now, as for the different kinds of boats that we are able to see during the cruise, on the left you've got some boats, restaurant, bars, cocktails and convention boats. After the bridge you'll see some houseboats. You will see some very small boats as well, which are privatized, and the very long ones are used for the transportation of materials of construction and freight. Voilà, donc je vous présente à présent les différentes sortes de bateaux qu'on sera amenés à croiser pendant la croisière. Donc sur la gauche ici, ce sont des bateaux restaurants, bars, cocktails, conventions, discothèques. Après le pont à gauche, vous en verrez d'autres, ce sont des péniches qui sont habitées. Et puis on en verra des tout petits également qui sont privatisés. Et puis les très très longs qui transportent les marchandises et qui évitent ainsi des dizaines de camions sur les routes. Voilà, donc à droite on aperçoit donc l'église orthodoxe qui date de 2015. Look on the right and you can see an Orthodox church dating back to 2015. And now on the left you can see the Tokyo Palace dating back to 1937. It was inaugurated for the World Fair. Voilà, donc à gauche, derrière les arbres, on aperçoit le palais de Tokyo, qui est un centre d'art moderne qui a été inauguré en 1937 pour l'Expo universelle. À présent, on s'approche du pont de l'Alma, et donc à gauche du pont, vous allez voir la réplique grandeur nature de la flamme de la Statue de la Liberté, qui a été apportée ici en 1987, et 10 ans après a eu lieu le terrible accident qui a coûté la vie à la princesse Diana juste dans le tunnel de l'Alma sous la flamme. Et donc du coup cette flamme après est devenue le mémorial dédié à la princesse. So if you keep looking on your left now, you can see the replica of the flame of the Statue of Liberty. That flame was brought here in 1987. 10 years later, the terrible incident that killed Lady Diana took place under it in the Alma Tunnel, so that this flame afterwards became her memorial. And now the Alma Bridge, and on the left of the bridge you are going to see the famous statue called Le Zouave. Now, Le Zouave, for many years, was used as a landmark to measure the height of the Seine. And during the great flood we had in Paris in 1910, the Zouave had water up to the bill.
Voyez, regardez à gauche, là on est en train de passer à côté de la statue qu'on appelle le zouave. Alors le zouave, pendant des années, a été utilisé comme repère pour mesurer la hauteur de la Seine. Et pendant la grande crue que Paris a connue en 1910, le zouave avait même de l'eau jusqu'à la barbe. Alors maintenant, le quartier que vous voyez ici à droite, c'est un quartier piétonnier. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, c'était encore les voies sur berge d'une ancienne autoroute urbaine. Et puis un peu plus loin, à droite, derrière les arbres, on aperçoit la flèche verte de l'église américaine de Paris. Now if you look right, you can see this area, which is a pedestrian area. If you came here a few years ago, you didn't find it, but it was an urban highway called the Riverbanks. Now the green steeple of the American church in Paris is visible. Alright, so now we are approaching another bridge, and on the left of it, pretty soon, you're going to see the Great Palace, in French, Le Grand Palais, with this big glass roof. In fact, there are two buildings, the Great Palace and the Small Palace, and the two of them are exhibition halls, and they were inaugurated for the World Fair of 1900. And the Great Palace has the biggest glass roof in Europe. That's to say 15,000 square meters. Voyez, alors sur votre gauche, après à l'aplomb du prochain pont, on commence à voir déjà la grande verrière du Grand Palais. Alors, le Grand Palais, ils ont été inaugurés pour l'Expo universelle de 1900. Alors, la verrière du Grand Palais fait 15 000 mètres carrés, c'est la plus grande d'Europe. En 1900, pour l'Expo universelle, on inaugure également le prochain pont, pas celui-ci mais celui d'après, le fameux pont Alexandre III, donc qui a été nommé selon un tsar de Russie qui nous l'a offert à l'époque pour symboliser l'alliance politique qu'il y avait entre les deux pays à l'époque. Donc vous allez voir, le pont est composé d'une arche, 4 piliers. Les 4 piliers sont surmontés du cheval ailé de la mythologie qui s'appelle Pégase. Et sur l'arche du pont, vous allez voir de très belles décorations florales et maritimes. Et au milieu de l'arche, vous allez voir l'effigie de la Seine, ainsi que les armoiries de Paris. Puis une fois qu'on aura passé le pont, en vous retournant, vous verrez l'effigie de la rivière Neva, ainsi que les armoiries de la ville de Saint-Pétersbourg. So now we are facing the Alexander III Bridge. Alexander III is the name of a Tsar of Russia who offered this bridge to us in 1900 for the World Fair in order to symbolize the political alliance that there was between France and Russia at that time. You can see the way it's composed. One arch and 4 pillars. 4 pillars with Pegasus moss on the top. The arch is decorated with beautiful flower and sea decorations. In the middle of the arch, you can see the effigy of the Seine and as well the Paris coat of arms. On the other side, you are going to see the effigy of the Neva River, so as the coat of arms of St. Petersburg. After Alexander III Bridge, the next one is the Concorde Bridge that links the National Assembly that you are going to see on the right to the Concorde Square that you are going to see on the left. And the Concorde Square has a big obelisk in the middle. That obelisk comes from Egypt, from Luxor, and it dates back to Ramses II. It's 3,400 years old. And it was brought to Paris in 1836 by a vice king of Egypt, Mehmet Ali, to thank the French for having deciphered the hieroglyphics. The National Assembly, you are going to see it in a short while on the right, is also called the Bourbon Palace. It's one of the 2 chambers of our parliament. It welcomes 577 deputies, both chambers with the Senate vote the laws. As for the bridge we are going to cross, it was built with the stones coming from the Bastille, you know, the former Bastille prison, that was taken and pulled down after the 14th of July 1789, the first day of our revolution.
Alors voilà, on s'approche à présent du pont de la Concorde, qui relie l'Assemblée nationale à droite à la place de la Concorde à gauche. L'Assemblée nationale qu'on appelle également le Palais Bourbon, hein, qui accueille 577 députés. Et donc, qui est une des deux chambres du Parlement avec le Sénat, et les deux chambres votent les lois. Alors, la place de la Concorde à gauche, avec en son centre le grand obélisque, hein, celui de Luxor, qui date de Ramsès II. Donc, il vient d'Égypte et il a été apporté ici en 1836 par le vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali, pour remercier les Français d'avoir déchiffré les hiéroglyphes. Et le pont, lui, sous lequel nous nous trouvons, a été construit avec des pierres qui proviennent de l'ancienne prison de la Bastille, celle qui a été prise puis détruite après le 14 juillet 1789, le premier jour de la Révolution française. Alors après, sur la droite, on est en train de longer un quartier très élégant qui s'appelle le Faubourg Saint-Germain, qui a été construit au XVIIIe siècle avec des hôtels particuliers de la noblesse. Et ils ont été ensuite transformés en ambassades et en ministères. So now if you look on the right, you can see that very elegant district called le Faubourg Saint-Germain, and it was built in the 18th century with private mansions of the nobility. And these private mansions were turned into ministeries and embassies. Right, after this boat on the right, you're going to see a very small statue turning the back to us that represents the third American president. His name is Thomas Jefferson. When he came to France, it was in 1785. He was an ambassador of the United States of America, and he saw the building with the green cupola, just the one you see after the statue, and this one has inspired him. When he came back to America, he got the idea to inspire himself of this building to build the White House. Vous voyez, alors à la droite du pont, ici on est en train de passer à côté d'une toute petite statue qui nous tourne le dos. Il s'agit du troisième président américain, le Thomas Jefferson, qui était venu en France en 1785 en tant qu'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Et donc il a vu le pavillon que vous voyez avec cette coupole verte, aujourd'hui le pavillon de la Légion d'honneur. Il s'en est inspiré, dans l'architecture de ce bâtiment, l'a inspiré une fois de retour aux États-Unis pour construire la Maison Blanche. Ensuite, le bâtiment que vous voyez à sa suite, qui est un très grand bâtiment avec deux horloges et des noms de villes, c'est le musée d'Orsay. Alors, le musée d'Orsay n'a pas toujours été un musée. À l'origine, c'était une gare qui avait été inaugurée également pour l'Expo universelle de 1900, et puis utilisée comme gare pendant une quarantaine d'années, et ensuite désaffectée à cause de problèmes techniques. Et c'est en 1986 que il a été transformé en musée, un musée qui est dédié à toutes les formes d'art produits entre 1848 et 1914, principalement les peintres impressionnistes, à qui un étage entier du musée est dédié. So if you look right now, you can see the Orsay Museum with two clocks on the facade and many names of cities. Actually, this building has not always been a museum. Originally, it was a train station inaugurated in 1900 for the World Fair. Then on, the train station was used during only 40 years and disaffected because of some technical problems. And then it was turned into a museum in 1986. So since 1986, this museum is dedicated to all the kind of arts produced between 1848 and 1914, mainly Impressionist painters. Indeed, there is an entire floor in this museum dedicated to them. Alright, now after this bridge on the left, you can see the Louvre. And the Louvre has not always been a museum neither. Originally, the Louvre was a medieval fortress. It was built in 1200 in order to defend Paris. Then on, it became a royal palace. 10 kings have inhabited the Louvre until Louis XIV, who abandoned it in 1682. Each one of them enlarged and embellished the Louvre. And then the Louvre became a museum in 1793, in the middle of the Revolution. And more recently, the last of our heads of state,
who left a mark in the stone. François Mitterrand is the one who built the glass pyramid. In 1989, to celebrate the 200 years anniversary of French Revolution, he built it with his architect Yo Ming-pei, and this pyramid is now the main entrance to the museum. Vous voyez donc à gauche, on est en train de longer le musée du Louvre. Le musée du Louvre non plus n'a pas toujours été un musée. À l'origine, le Louvre était une petite forteresse médiévale de 1200 qui a été construite pour défendre la ville de Paris. Puis, de forteresse, il est devenu un palais royal où 10 rois se sont succédés jusqu'à Louis XIV, qui décide d'abandonner le Louvre en 1682 pour inaugurer son château à Versailles. Et chaque roi avait donc agrandi et embelli le Louvre à sa manière. Le Louvre ensuite devient un musée en 1793, en milieu de la Révolution française. Et plus récemment, le dernier de nos chefs d'État qui a laissé sa marque dans la pierre au Louvre, c'est François Mitterrand avec la construction de la pyramide de verre. En 1989, avec son architecte Yo Ming-pei, pour célébrer les 200 ans de la Révolution française. Et du coup, cette pyramide est devenue l'entrée principale au musée depuis cette date. Alors maintenant, on est en train de s'approcher du pont des Arts, un pont du 19e siècle, tout en fer, totalement piétonnier. Si vous étiez venu il y a quelques années, vous l'avez certainement vu, intégralement recouvert de 1 million de cadenas, les cadenas des amoureux. Ils ont été enlevés à cause de leur poids qui menaçait la structure du pont. À droite du pont, vous allez voir la coupole grise de l'Institut de France. L'Institut de France est un bâtiment du XVIIe siècle, c'est également le siège des académies. So now the bridge we are approaching, it is called Le Pont des Arts, the Art Bridge. It was very famous a few years ago for having welcomed 1 million locks, the locks of the lovers. Now if you look carefully, you cannot see any more of them because they were removed. They were too heavy for the structure of the bridge, and they are everywhere else in the city of Paris. This bridge dates back to the 19th century, and it is all made of iron, and it is totally pedestrian as well. Now the building you can see on the right is the French Institute. This one is of the 17th century, and it's also the headquarters of the academies. And after the bridge, you're going to see a part of the City Island. The City Island is the major island in the Seine River in Paris, and you can see a part of it already ahead of us, which is called the Green Gallant Square. And the Green Gallant is a nickname given to King Henry IV. You can see an equestrian statue of that king on the bridge. He's also the one who built the bridge, and the famous Pont Neuf, the new bridge, that dates back to the early 17th century. It's a very famous bridge, especially it's the most antique one in the city nowadays, but it's also the first one made of stone. And you can see on the bridge 382 masks making grins to us. They are satires and they are all different. Vous voyez, donc là on s'approche déjà d'une partie de la plus grande île de Paris dans la Seine, l'île de la Cité. Et cette partie s'appelle, sur la gauche, le square du Vert Galant. Alors le Vert Galant, c'est également un surnom qu'on a donné au roi Henri IV. Vous allez le voir sous forme de statue équestre sur le Pont Neuf. Le Pont Neuf qu'on va traverser, qu'il a construit à la fin de son règne. On est donc au début du XVIIe siècle. C'est le premier pont en pierre de Paris. Et aujourd'hui, c'est même le plus ancien pont de Paris. Et en s'approchant du pont, vous allez voir des mascarons. Il y a des mascarons, des satyres comme ça, qui nous font des grimaces. Il y en a 382 et ils sont tous différents. Alors l'île de la Cité, toujours à gauche, de tout temps a été considérée comme le berceau de la ville de Paris, puisqu'elle était déjà habitée au IIe siècle avant Jésus-Christ par une tribu gauloise qu'on appelait les Parisiens. Et les Parisiens, ils ont été conquis par les Romains, la conquête romaine,
Et les Romains ensuite se sont installés à droite sur la rive gauche et ils ont construit la ville de Lutèce. Lutèce, c'est l'ancien nom de Paris et elle a été rebaptisée Paris au IVe siècle après Jésus-Christ en hommage aux Parisiens, les premiers habitants de l'île de la Cité. Voilà, donc là le bâtiment qu'on est en train de longer avec les échafaudages, c'est le palais de justice. So if you keep looking on your left, you can see the City Island and the part of it behind, the building behind the scaffoldings is the Law Court. As for the City Island, it has always been considered as the cradle of Paris because it was inhabited already in the 2nd century before Christ by a Celtic tribe called the Parisi. And the Parisi got conquered by the Romans. The Romans, after have expanded their territories and built the city of Lutetia on the right. Lutetia is the previous name of Paris, and it got rebaptized Paris in the 4th century after Christ as a tribute to the Parisi, the very first inhabitants of the city island. And after this bridge on the left, you're going to see Notre Dame, of course. And you are going to see the western facade of Notre Dame. You know that a very important church is a Gothic cathedral dedicated to the Virgin Mary. And the first stone of Notre Dame was made in the year 1163. The construction lasted 145 years. And at the time of its construction, Notre Dame, you know, was conceived to be the most important, most impressive building, religious building of all the Christendom. And it has witnessed as well the majority of the historical events of our country. Let me give you an example. The coronation of Napoleon I took place in Notre Dame, the 2nd of December 1804. A few years later, Victor Hugo wrote The Hunchback of Notre Dame. And you remember maybe Quasimodo, the bell ringer, and Esmeralda, the gypsy lady. And it was restored, thanks to this, by the very famous architect of the time, Viollet-le-Duc. Then you know what happened to it 4 years ago now. The terrible night of the 15th of April 2019, a terrible fire started under the roof in the wooden structure. And the entire roof and the spire of the church have collapsed. And so we are now rebuilding it. We want to rebuild it exactly the way it was before. And we know now the reopening date. It will be reopened the 8th of December 2024. Et voilà, donc on s'approche à présent de Notre-Dame. Alors vous la voyez, cette cathédrale gothique dédiée à la Vierge Marie, dont la première pierre a été posée en l'an 1163. Et la construction a duré 145 ans. Ensuite, vous savez qu'elle a été conçue à l'époque pour être l'édifice religieux le plus impressionnant de toute la chrétienté. Notre-Dame a connu également des événements historiques, comme par exemple le sacre de Napoléon Ier qui a eu lieu dans ses murs le 2 décembre 1804. Quelques années après, le très célèbre écrivain Victor Hugo écrit le Bossu de Notre-Dame avec Quasimodo, donc le sonneur de cloche, et Esmeralda. C'est ainsi qu'elle a été intégralement restaurée par l'architecte très connu de l'époque, Viollet-le-Duc. Et puis plus récemment, vous en souvenez très certainement, un terrible incendie vient donc ravager la toiture et donc l'a fait intégralement écrouler, ainsi que la flèche. Et donc maintenant, après 4 ans de reconstruction, on veut la reconstruire exactement telle qu'elle était avant 2019. Et on connaît la date de réouverture au public. Elle sera réouverte le 8 décembre 2024. Voilà, donc là on va quitter l'île de la Cité et vous le voyez ici, le bout à gauche, et on va passer devant l'île Saint-Louis que vous voyez ici à gauche, et là sur le prochain pont vous apercevez la statue de Sainte Geneviève. Alright, so now we are leaving the City Island, coming close to the St. Louis Island after,
And now, on the top of the next bridge, you can see the statue of Saint Genevieve. Alors Genevieve, she's our patron saint. You know, she was living in the 5th century after Christ, and she was a miraculous lady. And the most important miracle attributed to her is to have managed to avoid the Parisians from facing Attila and the Huns. You know, they were coming straight to Paris, and thanks to her intervention, they made a big loop and never came here. Okay, so this is the miracle attributed to her, and the Parisians, very grateful, took her as a patron saint. Vous voyez, donc là on s'approche du prochain pont, et au-dessus vous voyez la statue de Sainte Geneviève, qui est la sainte patronne des Parisiens. Alors, elle vivait au 5e siècle après Jésus-Christ, à l'époque des invasions barbares. Le principal miracle qui lui a été attribué est celui d'avoir évité aux Parisiens d'avoir affaire à Attila et aux Huns qui arrivaient droit sur Paris. Voilà, donc elle a fait un grand détour et ne sont jamais venus. Donc c'est ce miracle, le principal miracle qui lui a été attribué. Depuis lors, Geneviève est devenue donc la sainte patronne des Parisiens qui l'ont pris en signe de gratitude. Alors maintenant on est toujours devant l'île Saint-Louis, sur la gauche. Alors à l'origine cette île elle s'appelait l'île aux Vaches. Vous savez, parce qu'il n'y avait pas ces beaux hôtels particuliers, jusqu'au fin 16e siècle, il y avait des herbages et des pâturages où ont été amenés les vaches qui appartenaient à Notre-Dame. Et puis au moment où Henri IV vient vivre sur Paris, la noblesse l'accompagne et se sont fait construire des hôtels particuliers. Donc là vous avez les hôtels particuliers du XVIIe siècle qui sont toujours habités. Donc c'est une partie de Paris qui est la plus chère de la ville. So if you look still on the left, you can recognize the St. Louis Island. And so before those beautiful buildings were built, this island was called the Island of the Cows. You know, because the cows of Notre Dame were taken here to graze on the grasslands and the meadows that was here before. And then after, when King Henry IV came to live in Paris, he was accompanied by his court members. The nobility followed him and got their private mansions built on that island. Okay, so beautiful 17th century private mansions which are still inhabited, and so basically that island became the most exclusive place in Paris. Right, so as we are doing the U-turn, you can see on the right of the boat the eastern districts of Paris. On the left you recognize the two islands, and in front of us the Marais, the famous Marais district. Voilà, vous voyez donc là maintenant qu'on fait le demi-tour, sur la droite du bateau vous voyez donc le quartier est de la ville de Paris, à gauche du bateau les deux îles, et devant nous le quartier du Marais. Alors maintenant on va descendre dans le sens du courant, on va naviguer entre l'île Saint-Louis et le Marais. Donc le Marais, vous savez qu'il tient son nom d'un marécage qui était là jusqu'à il y a 1000 ans. La noblesse. Sauf que dans le quartier du Marais, plus tard, sont devenus des musées. Donc ceux-là sont visitables. So you can see on the right the Marais district. Marais comes from marshland. Marshland. There was a marshland here until the 16th century. Until 1,000 years ago, that was drained. And it started to be built slowly, and especially when Henry IV came to live in Paris, some private mansions were built here by the nobility for the same reason as for the St. Louis Island. But the difference is these ones on the Marais district were turned into museums, so you can visit them. And many more reasons can bring you to visit the Marais, not only the museums, but as well to go shopping. And there are many fashion shops. There are as well many bars, restaurants, discos to celebrate. And we don't forget about the Jewish district, where you can taste the best falafel in Paris. Vous voyez donc là, toujours dans le quartier du Marais. Alors d'autres raisons peuvent vous amener à le visiter. Outre les très nombreux musées, vous avez également des boutiques de mode,
hein, pour y faire la fête, pour y faire du shopping. Et de très nombreux bars, restaurants et discothèques pour y faire la fête. Et le quartier juif où vous pouvez y déguster les meilleurs falafels de Paris. Alors, sur l'île Saint-Louis, une fois qu'on aura passé ce pont, vous allez voir à gauche un très bel exemple d'hôtel particulier toujours habité. Et vous savez que l'île Saint-Louis également, vous pouvez la visiter pour y déguster les meilleures glaces de Paris qui s'appellent les glaces Bertillon. So, after this bridge on the left, you're going to see a very beautiful example of the private mansions, which is inhabited. And another reason I can bring you as well to visit the St. Louis Island is to taste the best ice creams in Paris. It is called Bertillon ice creams. Voilà, donc maintenant on s'approche du pont Marie, qui est considéré comme le plus romantique de la ville. Car selon la légende, quand on sera en dessous, si vous fermez les yeux, vous faites un vœu en embrassant votre voisin, votre vœu va se réaliser. So now the bridge we are facing, called the Pont Marie, is considered as the most romantic one in the city. Because according to the legend, when we are under it, if you close your eyes, make a wish, and kiss your neighbor, your wish will come true. Alright, now if you look on the right, on the top of the docks, you can see the green boxes. They are the famous bookinistes, you know, the second-hand books dealers, second-hand posters and postcards dealers. They are present all along the Seine River edges in Paris. Vous voyez à droite, en haut des docks, là ce que vous voyez, ces grandes boîtes vertes, ce sont les bouquinistes. Alors les bouquinistes, vous savez, c'est des vendeurs de livres anciens, de cartes postales anciennes, de timbres anciens et d'affiches anciennes. Et ils sont présents tout au long des bords de Seine dans Paris. Voilà, donc maintenant on va quitter l'île Saint-Louis. Au loin à gauche, vous allez voir la coupole du Panthéon et on va repasser devant l'île de la Cité où vous pouvez revoir donc les deux tours de Notre-Dame. So now after leaving the St. Louis Island, if you look in the distance, you can see the Pantheon. And now we are coming back close to the City Island that you can recognize with the two towers of Notre-Dame. Well, this time I'll invite you to have a look on the right and see the City Hall of Paris and behind the tree. We call it l'Hôtel de Ville, okay? That City Hall, the building dates back to the 19th century and it's of an architectural style called Néo-Renaissance. Vous voyez donc là, on est en train de passer à droite devant la façade sud de l'Hôtel de Ville, la mairie principale de la ville de Paris. C'est un bâtiment du 19e siècle, d'un style architectural qu'on appelle Néo-Renaissance. À présent, on va parler de la conciergerie. Alors, on la voit, c'est un bâtiment qu'on voit après le deuxième pont à gauche, sur l'île de la Cité. Alors, la conciergerie, c'est un ancien palais royal qui avait été habité par les rois jusqu'au XIVe siècle. Puis ensuite, c'est devenu une prison. Et aujourd'hui, la conciergerie est un musée.
Vous savez que là, en s'en approchant tout à l'heure, elle est composée d'une tour carrée et 3 tours rondes. Sur la tour carrée, vous allez voir la première horloge publique de Paris, qui date du XIVe siècle. Et à l'époque de la prison, pendant la Révolution, la conciergerie était même surnommée l'antichambre de la guillotine. Parce que vous savez que les prisonniers y attendaient leur jugement, qui avait lieu dans le palais de justice juste derrière. Et donc en cas de condamnation à mort, c'était la guillotine. Et la prisonnière la plus illustre de la conciergerie, c'est la reine Marie-Antoinette. Elle y a passé 77 jours dans une toute petite cellule avant d'être jugée, condamnée à mort et guillotinée le 16 octobre 1793 sur la place de la Révolution, aujourd'hui appelée place de la Concorde. Elle avait 37 ans. So now I'm going to tell you about the building you can see after this bridge on the left. You can see the first public clock in Paris, dating back to the 14th century, and 3 round-shaped towers. This building is called La Conciergerie, and the Conciergerie used to be a royal palace, inhabited by the kings until the 14th century. Then on, it became a prison, and now it's a museum. And at the time of revolution, the prison of the Conciergerie was even nicknamed the antechamber of the guillotine, because you know that the prisoners waited for their sentence to be said in the nearby law court, and then in case of death penalty, it was the guillotine. That's the reason why. And the most illustrious of them was our Queen Marie Antoinette. You know, she stayed during 77 days in a little cell before she was judged, sentenced to death and beheaded the 16th of October 1793 on the Revolution Square, which is called nowadays Concorde, and she was 37 years old. So we are now approaching again the Pont Neuf, the new bridge, and on the right you can see the Samaritaine, a very famous fancy department store entirely dedicated to luxury that was closed during about 15 years and reopened recently. Voilà, donc on repasse sous le Pont Neuf et en haut à droite vous apercevez ce grand magasin, la Samaritaine, intégralement dédié au luxe. Et la Samaritaine qui avait fermé ses portes pendant une quinzaine d'années et qui a réouvert il y a 2 ans. Et donc, toujours sur la droite, après les arbres, vous allez apercevoir la façade arrière du Louvre. C'est une colonnade que l'on doit à l'architecte de Louis XIV de Perrault. Et vous voyez donc le chiffre royal du roi Louis XIV, les deux L dos à dos. So if you look on the right now, you can see the rear facade of the Louvre, that's to say the colonnade, that we owe to the French architect Claude Perrault of King Louis XIV. And you can also see his royal monogram, the 2 L's back to back, sculpted on the facade. The Louvre is one of the most important museums in the world. It exhibits 38,000 works of art to the public. And it is divided into 9 main departments, and it's laid on 9 floors. And there are 12 miles of corridors of works of art exhibited to the public. You can spend your entire life visiting the Louvre. Coming back every day, you won't see everything. I give you a few works of art. Of course, Mona Lisa of Leonardo da Vinci, the Wedding Feast at Cana of Veronese, the Coronation of Napoleon of Jacques-Louis David, the 2 Greek statues like the Ring Victory of Samothrace and the Venus of Milo, and we don't forget about a huge Egyptian department. Voilà, donc on repasse devant le Louvre, toujours, sur la droite, un des plus grands musées du monde. 38 000 œuvres d'art exposées au public, 9 départements principaux, 9 étages, 18 km de couloirs d'œuvres exposées au public. Donc vous pouvez y passer une vie entière et vous n'aurez pas fini de visiter intégralement. Donc le Louvre évidemment expose la Joconde de Léonard de Vinci, les Noces de Cana de Véronèse, le Sacre de Napoléon de Jacques-Louis David, les 2 statues grecques, la Victoire de Samothrace et la Vénus de Milo. Et on n'oublie pas un très grand département égyptien.
Alors, à présent, après ce pont à gauche, vous allez voir entre les bâtiments, la maison la plus étroite de la ville de Paris. Elle fait un peu plus de 2 mètres de large, sur 2 étages de haut. Elle est devenue une galerie d'art. If you look after this bridge, you will see on the left the narrowest house in Paris, 2 meters wide and 2 floors high, and it's an art gallery now. There it is. All right, and after the next bridge, you will recognize on the left the Orsay Museum. You know this museum mainly exhibits the Impressionist painters. The leader of this art movement is Claude Monet, who has created that art movement in 1874. He has a common point with us today, that is to say the Seine, the river Seine, because he spent his whole life close to the Seine. He depicted it countless times on his paintings. The Impressionist goal is to depict the light, the color and the movement. So in that museum you can also enjoy, of course, Manet, the luncheon on the beach, on the grass. Renoir, the ball at Moulin de la Galette, Toulouse-Lautrec, the dancers of the Moulin Rouge. We don't forget about Van Gogh, of course, the sunflowers, the self-portrait, the Starry Night, and so on. Alors, vous voyez ici à gauche, on repasse devant le musée d'Orsay, qui est principalement dédié aux peintres impressionnistes dont j'ai parlé. Le mouvement a été créé par Claude Monet en 1874. Et vous savez que ce peintre qui a un point commun avec nous aujourd'hui, c'est la Seine. Il a passé toute sa vie près de la Seine et il a peint à de très nombreuses reprises sur des tableaux. Le but des impressionnistes était de peindre la lumière, la couleur et le mouvement. Alors, outre les peintures de Claude Monet dans le musée d'Orsay, vous avez également celle de Renoir, Manet, Le déjeuner sur l'herbe, Renoir, Le bal au Moulin de la Galette, Toulouse-Lautrec, Les danseuses du Moulin Rouge. Vous avez également Van Gogh, pour ne citer que cela, avec ses autoportraits, les tournesols et puis évidemment la nuit étoilée. Voilà, donc sur la droite à présent, dans le jardin des Tuileries, on va apercevoir le musée de l'Orangerie qui expose des toiles de Claude Monet également, qu'on appelle les nymphéas. Alors les nymphéas, vous savez, c'est des nénuphars d'eau qu'il a peint dans son village, sur un étang qu'il avait aménagé. Et il a donc peint des toiles de grand format qui sont exposées dans ce musée. Giverny, donc c'est à 1 heure de route d'ici. Donc vous pouvez vous y rendre, c'est ouvert au public. So if you look on the right, you can see the famous Orangerie Museum. It exhibits as well some paintings of Claude Monet, the famous water lilies. And the water lilies are water lilies that he has depicted in his garden in a little village called Giverny, which is 1 hour drive away from Paris. And so you can drive here, you can go there as well by train. It's open to the public. You recognize after it the Concorde Square. That square was previously called Louis XV Square. Then on rebaptized Revolution Square, because the guillotine was there for the public executions, and especially during the 2 terrible years of the terror, 1793-94, more than 1,200 people were beheaded in public on that square. Louis XVI and Marie Antoinette were 2 of them. 1799, peace came back, and that square got rebaptized Concorde. That means peace found again between the people. Alors regardez à droite, on est toujours en train de passer devant la place de la Concorde. Alors la place de la Concorde, c'était appelée à l'origine la place Louis XV. Elle a été ensuite rebaptisée place de la Révolution, parce que la guillotine était là pour les exécutions publiques. Et pendant les 2 terribles années de la terreur, 1793-94, plus de 1200 personnes y ont été guillotinées en public, dont Louis XVI et Marie-Antoinette. Puis 1799, une fois la paix retrouvée, elle prend son nom définitif, la Concorde,
Ça symbolise la paix retrouvée entre les peuples. Alors maintenant, on va se rapprocher du pont Alexandre III. Et à gauche, vous allez voir au loin la coupole des Invalides. Alors les Invalides, vous savez, à l'origine, c'est un hôpital militaire construit sous Louis XIV pour soigner ses nombreux soldats blessés. Et puis, s'en est suivi la construction de l'église Saint-Louis des Invalides que vous allez voir, celle qui est coiffée du dôme, lui-même recouvert de 12 kilos de feuilles d'or. Si vous décidez de visiter cette église, vous allez trouver la tombe de Napoléon Ier qui est là depuis 1836. Et puis, le reste du bâtiment, c'est le musée de l'armée. So if you look left, and you can see the gilded dome of the Invalides. This building originally is a military hospital that was built by King Louis XIV to take care of his many wounded soldiers. And after this, the Church of the Invalides was built. This is the one you can see with the dome, 12 kilograms of gold leaf. And if you visit this church, you will also visit the tomb of Napoleon I, which is here since 1836. The rest of the building is now the Army Museum. So now we are approaching the Eiffel Tower. The Eiffel Tower was given the name of an engineer and a businessman, Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, you know, was very famous even before building the tower. He built many bridges and train stations in the world. He's also the one who conceived the internal structure of the Statue of Liberty in New York. He's also the inventor of the Garter belt. So for the tower, he had to participate to an architectural contest for the French pavilion of the World Fair of 1889, and it had to be a 1,000 feet high tower, and all made of iron. So at the beginning, this tower was 1,000 feet high. Now it's 1,100 feet high. But you know that for 40 years, this tower was the tallest one in the world. So he produced as well the iron pieces constituting the tower. There are 18,500 of them and 2.5 million rivets. It weighs 7,500 tons. You know, if it seems heavy, actually not. It's very light, because if you put the tower in the cylinder and if you weigh the air contained into the cylinder, you'd find it heavier than the tower. Moreover, the selected material of construction, called the puddling iron, is rust-proof, is also stronger than normal iron, and it's also lighter and cheaper than steel. That's the reason why it was selected. Well, you know as well that this tower didn't have only friends before, a lot of detractors to criticize it. Why? Because they found it very ugly, and they found it as a monster of iron in the middle of antique style building. So a lot of people of the intelligentsia of Paris rose up to try to prevent the construction. Well, they never managed. You know that this tower was planned to be destroyed after 20 years. That was planned to be this way. But first the cost of destruction made them change their mind. But then mainly it's the antenna which is on the top that was used as a great means of communication for radio and telegraph. The first radio message ever was sent from the tower, and as well it was used for espionage during World War I. So that's the main reason why that tower was saved. And now as we are approaching it, you can also see a lot of nets and scaffoldings, because it's currently undertaking a facelift to be beautiful again and for next year's Olympics. It's currently being repainted, and is repainted for the 20th time since it was built. So when it was built in 1889, the first color was red, then on dark red, and then green, and dark green, and gray, brown, gold color, many different colors like this. And of course, and they have to strip it before, in order to remove the old coats of paint. But they use 60 tons of paint every time, and this year's team of painters are 30.
They take 2 years to repaint it every time. 30 painters repainting it the old way, the antique way. That's to say with brushes, by hand, okay? So in order to do it, they have to be hung by ropes and they go down the tower like alpinists in the mountains in rappel. You may wonder which color it will be repainted. It's visible in the front. It's kind of terracotta color, okay? Because they started in the front, okay, last year. And we don't forget that since the year 2000, it has 20,000 electrical bulbs, making it sparkle like a big bottle of champagne. You have to wait for 11 p.m. because you have to wait for sunset. So 11 p.m. it will sparkle once, okay? 3 or 4 minutes. Voilà, donc là on s'approche de la Tour Eiffel. Alors, elle tient son nom de Gustave Eiffel, cet ingénieur et homme d'affaires de l'Est de la France, à qui on doit de nombreux ponts et de nombreuses gares à travers le monde. Et on lui doit également l'invention du port de Jartel, la conception de la structure intérieure de la Statue de la Liberté. Alors pour la Tour Eiffel, il a dû participer à un concours d'architecture pour construire le pavillon français de l'Expo universelle de 1889, celle qui célébrait les 100 ans de la Révolution. Et donc, il était dit dans le cahier des charges qu'il fallait que ce soit une tour de 1000 pieds de haut et qui soit tout en fer. 1000 pieds, c'est 300 mètres. Alors, elle a mesuré 300 mètres, elle a été pendant 40 années la tour la plus haute du monde. Aujourd'hui, elle en mesure 330. Elle pèse 7500 tonnes. Alors, ça paraît lourd, mais non, en fait, puisque si on la on la place dans un cylindre et qu'on pèse l'air contenu dans le cylindre, on va le trouver plus lourd que la tour. Alors, c'est Gustave Eiffel qui a produit dans son usine de métallurgie de l'Est de la France les 18 500 pièces de métal et les 2,5 millions de rivets qui composent la tour. Le matériau sélectionné, c'est le fer pudelé, donc un fer spécial qui est manipulé par l'homme. C'est un fer qui le rend anti-rouille, qui est plus solide que le fer ordinaire et qui aussi est plus léger et moins cher que l'acier. Vous savez également qu'elle a eu beaucoup de détracteurs avant sa construction. Une partie de l'intelligentsia parisienne s'est rebellée, voulait absolument que cette horreur soit jamais construite. Pour eux, elle était un monstre de fer. Et oui, ils n'étaient pas habitués à l'architecture industrielle encore. C'était tout nouveau. Et donc, heureusement, ils n'ont pas réussi à arrêter le process. Et vous savez même que dès le départ, il était prévu qu'elle soit détruite au bout de 20 ans. Et maintenant, vous savez que les coûts de destruction ont complètement dépassé les budgets, donc ça les a fait changer d'avis. Mais c'est surtout l'antenne qui est en son sommet, qui a servi donc comme moyen de communication de radio et télégraphe. Et le premier message radio jamais envoyé a été envoyé de la Tour Eiffel. Et pendant la Première Guerre mondiale, elle a même servi pour l'espionnage. Elle a capté des messages de l'ennemi, donc c'est son utilité qui l'a sauvé. Vous voyez donc là, vous voyez des échafaudages et vous voyez également des filets, parce qu'elle est en train de se refaire une beauté pour l'année prochaine, pour les JO. Elle est en train d'être repeinte depuis l'année dernière. C'est la 20e campagne de peinture qu'elle subit depuis sa construction. Elle a eu plein de couleurs différentes, elle a été rouge foncé, après elle est devenue verte et verte foncée, elle est devenue grise, brune, etc. À chaque fois, évidemment, il faut la décaper avant. Et là, ils utilisent à chaque fois donc 60 tonnes de peinture. Et une équipe, cette année, ils sont 30 peintres. Ils la repeignent à la main, à l'ancienne, comme leurs prédécesseurs. Et donc, à la main, avec des pinceaux. Et pour ce faire, ils doivent donc être accrochés à des filins et la descendre en rappel, comme les alpinistes à la montagne. Alors la nouvelle couleur, vous la voyez, elle est là devant. C'est une sorte de terracotta. Et vous savez également que cette tour est équipée de 20 000 ampoules lumineuses depuis l'an 2000 qui la font ressembler à une grande bouteille de champagne, un peu, chaque soir après la tombée de la nuit. Donc là, ce soir, c'est 23h. Elle va se réveiller, elle va scintiller pendant 3 ou 4 minutes.
No, you can find some spots in Sully Morland Square.